Donc, c'est la culture qui nourrit l'employee value proposition, qui nourrit l'employer branding, parce qu'on sait que ça sont nos valeurs et l'employer branding, c'est les mettre en évidence à l'extérieur. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour Katerina et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Bonjour Stéphanie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'employer branding, mais tout d'abord, est-ce que tu peux de nouveau un petit peu nous résumer qui tu es ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Katerina Swings et j'ai ma propre société et j'accompagne des entreprises qui ont du mal à trouver des gens pour leur vacature et je les accompagne à partir de employer branding jusqu'au onboarding. Donc je ne fais pas le recrutement, mais je donne des conseils et j'essaie d'optimiser le processus de recrutement, etc. ensemble avec eux, souvent en co-création. Super. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est employer branding, effet de mode ou nouvelle réalité. Pour toi, Katerina, qu'est-ce que c'est l'employer branding ? L'employer branding, en fait, le branding, il s'agit de perspectives différentes. Il y a le corporate branding, employer branding et consumer branding. Donc, je crois que ça, c'est déjà important de souligner. Mm-hmm. Et il doit y avoir une consistance entre les trois. Donc, l'employer branding en soi n'existe pas. Ça doit être soutenu avec les autres perspectives du branding, parce que les groupes ciblés de ces trois types de branding, je dirais, sont différents. Mais le message doit être consistant. Et donc, l'employer branding, c'est une manière de mettre en évidence la marque de l'employeur dans le marché. Et en fait aussi de gérer la réputation, mais aussi la perception, parce que c'est pas toujours une réalité. Non. Il y a aussi une perception. J'ai entendu dire l'autre jour une belle citation pour en fait clarifier aussi la différence entre employer marketing et employer branding. Je peux le donner ici aussi, je crois que ça va clarifier. En fait, il y a quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre et il invite l'autre pour aller manger quelque chose, hein, donc a date. Donc ça, c'est du marketing. Cette personne dit, écoute-moi, je veux que vous me voyez, hein, je veux l'attention. Donc, et ça, c'est le marketing, prendre l'attention. Tandis que l'autre personne dit oui, la raison pour laquelle elle dit oui, ça, c'est du branding. Donc, elle va seulement accepter d'aller au restaurant avec ce monsieur ou cette dame quand elle croit dans la valeur de cette personne. C'est ça. Et donc, il faut faire prendre conscience de la valeur de l'entreprise, de manière générale. Oui, et c'est seulement quand on connaît la valeur du branding qu'on peut mettre dans le marché, c'est du marketing. Donc, c'est d'abord le branding et puis le marketing, mais ça va de pair. Ok, et qui s'occupe en général dans les entreprises de cet employer branding ? C'est la responsabilité de qui, ça ? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est tout le monde. Tout le monde, oui, okay. Parce que la semaine dernière, j'ai fait ma première classe en tant que professeur au sein d'une école d'enseignement supérieur. Où tu donnes un cours d'employer branding. Oui, c'est ça. Et il y avait la même question. Et je leur ai dit, écoute, moi, je suis une nouvelle professeure ici au sein de cette école-ci. Donc, vous avez de l'influence sur l'employer branding de cette école. Okay. Même si vous êtes des étudiants, il n'y a pas un contrat entre vous et moi, mais si vous êtes des étudiants intéressés, motivés, polis, ça a de l'impact sur comment moi je vois l'employer branding de cette école. Donc en fait, tout le monde au sein d'une entreprise reflète l'employer branding. Si je vais postuler quelque part et le réceptionniste m'accueille poliment, pas juste poliment, mais elle dit « Ah oui, mais on vous attend et ici votre café est là ». Donc elle est préparée de m'accueillir. Ça me donne déjà la valeur de cet employeur-là. Si elle a qui êtes-vous, vous venez pour qui, ça c'est une autre expérience. Donc c'est souvent l'expérience qui nourrit la perception
Et c'est une personne qui peut en fait avoir un impact énorme sur l'employer branding parce que, par exemple, une réceptionniste, elle accueille beaucoup de gens. Donc, si elle a toujours de mauvaises... c'est l'image, hein. Oui. Effectivement. Donc, ça va... et aussi un fournisseur qui a des interactions avec un employeur et qui a une bonne entente, qui dit « Ah oui, la communication est parfaite. Si j'ai une livraison avec des gars, c'est résolu facilement. » OK, c'est pas de l'employer branding, mais lui, il va raconter « Ah oui, mais si vous cherchez du boulot, peut-être c'est bien là parce que si je fais une livraison, il y a un suivi. » Donc, je crois que c'est une bonne entreprise. Et donc, même si le fournisseur n'a rien à voir en soi avec l'employer branding, il peut avoir un impact sur l'image qui se reflète à l'extérieur de l'entreprise. Donc, oui, l'employer branding, il est partout, en fait. Oui. Comment ça se fait qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout? Parce que moi, l'employer branding, je n'ai jamais entendu ce mot. Mais alors, en un coup, quand j'ai commencé à l'entendre, je l'ai entendu partout, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, on en parle. Il n'y a pas un client qui n'en parle pas. On en parle tous les jours de cet employer branding. Donc, comment ça se fait qu'il y a 5 ans, on n'en parlait pas? Aujourd'hui, on en parle tout le temps. Oui, je crois qu'à un moment donné, on a découvert que ça peut aider dans cette guerre au talent. Effectivement, c'est vrai. Et que ça peut résoudre une partie. Donc, je crois que c'est venu à la surface au moment qu'il y avait une crise ou une priorité où la maison était déjà en feu et on dit « Ah oui, peut-être qu'il faut faire quelque chose. » Et puis, l'employer branding est venu au secours, peut-être, pour résoudre une partie de ce problème-là. Ok, et du coup, comment on fait? Concrètement, par où on commence? Voilà, moi, aujourd'hui, je veux améliorer mon employer branding. Comment je fais? Parce que tu me dis, c'est partout, tout le monde doit l'être, donc par où je commence? Il y a 3 éléments qui sont importants. Tout d'abord, on en a parlé beaucoup aussi, souvent il y a une mission, une vision, des valeurs, beaucoup d'entreprises qui ont travaillé là-dessus pour être clair. On est informel, on est formel. Il y a des tas d'éléments qui nourrissent cette culture-là. Il y a des valeurs, des convictions, des modes de vie, acceptés, non acceptés, etc. Donc ça, c'est la culture. Et de cette culture-là, vous dégagez en fait les valeurs d'entreprise. Donc, Employer Value Proposition. Et l'Employer Value Proposition en soi, il y a aussi 3 éléments. Il y a d'abord pourquoi est-ce que toi tu travailles ici chez Gentis Recruitment? Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes là et aussi les autres gens ici autour de la table ici. Donc c'est en interne, il y a une identité de l'entreprise. Puis il y a un sales pitch. En externe, vous vous vendez d'une manière. Vous dites, ah oui, notre unique selling proposition, c'est c'est ça. Donc ça, c'est le 2e cercle. Le 3e cercle, on est encore dans le value proposition. Il y a les talents en dehors de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et donc, si vous répondez à ces 3 questions, à la fin, vous avez au milieu le nœud, le noyau, qui est en commun dans ces 3 cercles-là. Donc, pourquoi les gens travaillent ici, comment on se vend à l'extérieur et qu'est-ce qu'ils veulent, les talents. Et ça, c'est l'Employee Value Proposition. Donc, ça, c'est les valeurs à mettre en évidence dans la 3e étape, le Employer Branding. Donc, c'est la culture qui nourrit l'Employee Value Proposition, qui nourrit l'Employer Branding. Parce que les valeurs, c'est en interne où on sait que ça sont nos valeurs. Et l'Employer Branding, c'est les mettre en évidence à l'extérieur. Alors, tout d'abord, pour parler de cette 2e étape, le Employer Value Proposition, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est un exercice que doivent faire toutes les entreprises ou bien ça concerne juste les grandes entreprises ou juste les toutes petites? En fait, tout le monde en a besoin pour mettre en évidence pourquoi il faut postuler pour nous. Et souvent, l'employer branding... Ou pourquoi il faut rester. Oui, c'est ça, parce que c'est pas employer branding, c'est pas juste à l'entrée de l'entreprise, bien que c'est souvent lié juste à cette phase-là, mais c'est venir et rester. Ça fait partie de la rétention. Oui, absolument. Si on connaît les valeurs, on peut aussi expliquer mieux, par exemple, comment on paye les gens. Par exemple, il y a des entreprises qui ont des bonus. Est-ce qu'il y a un élément individuel ou pas? Si c'est vraiment holistique en tant qu'approche,
c'est une décision consciencieuse d'avoir un élément individuel ou pas. Parce que oui, il faut prester, les résultats, c'est très important, et on s'en fout un peu de l'équipe, c'est bien quand on fait bien, mais bon. Ou on dit non, nous, notre valeur intrinsèque, c'est l'équipe, on le fait ensemble, c'est la solidarité. Donc, dans notre bonus, il n'y a pas une partie individuelle, c'est seulement l'équipe. Mais donc ça c'est aussi la valeur qui dirige toute la politique de l'entreprise. Maintenant, c'est juste un exemple sur la politique. C'est très intéressant, ça explique déjà bien les choses. Alors une fois donc culture, employer value proposition, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais dans l'employer branding ? Voilà, j'ai mes valeurs, j'ai la culture, le value proposition, il est clair. Qu'est-ce que je fais ? Pour les RH, par exemple, on peut prendre alors le employee life cycle. On postule, on est engagé, et, on évolue, et promotion, engagement, etc. Et puis, il y a le offboarding, donc c'est tout un cycle. Donc là, il faut voir comment est-ce qu'on peut traduire ces valeurs qu'on a définies dans chaque étape du cycle, oui. Et pour l'employer branding, pour le candidat qui postule, là, on en parle beaucoup. Pour l'onboarding, déjà un peu moins, bien que c'est un moment vraiment crucial pour montrer aux nouveaux arrivés, les valeurs qu'on vous a vendues lors des entretiens. Maintenant, vous les expérimentez en vrai. Parce qu'en fait, le branding, c'est de l'expérience. Vous pouvez bien dire les valeurs, mais puis si je ne ressens rien, je ne vais pas rester parce que je dis ça c'est drôle. Oui, et avec ça est lié de plus en plus, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, le UX, et en fait l'expérience candidat. Oui. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que au final, ce qui va se passer en entretien, c'est déjà quelque chose, parce que je peux avoir affaire à quelqu'un en entretien qui est très fâché ou très agressif, le good cop, bad cop, avec la personne qui est vraiment en train de challenger, où déjà un candidat peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec quelqu'un comme ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans une boîte où des gens comme ça travaillent ? Et puis alors ensuite, si l'entretien se passe bien, c'est au moment de l'onboarding, ce qu'on m'a proposé en entretien est vraiment la réalité au fil des jours. Oui. Parce que souvent en entretien, on peut parfois survendre l'entreprise, et puis quand on arrive et qu'on commence à travailler là-bas, boum, déception, quoi. Mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. Et donc ça, c'est aussi important à ce niveau-là. Est-ce que ça, pour toi, ça fait partie aussi de l'employer branding ? Absolument. Donc le candidate experience qui devient alors l'employee experience, ou le candidate journey qui devient alors l'employee journey, et c'est vraiment une gestion de ces expériences. Non, exactement. En fait, toute l'équipe devrait savoir, lundi, il y a un nouveau arrivé et tout le monde sera là, et parce que d'abord, ils doivent décider est-ce que je prends le job ou pas. Donc ça, c'est déjà grand. Mais puis, entrer dans la porte pour la première fois, c'est un peu... c'est pas évident, quoi. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Donc, si on s'organise qu'il y a un accueil, que c'est clair qu'on vous attend, que c'est pas, c'est aujourd'hui que vous commencez, oui, c'est déjà foutu, quoi. C'est de nouveau, comme je dis, en hospitalité, si vous attendez quelque chose à la maison, vous ne faites pas ça non plus. Non. Donc, c'est le fait que tout soit prêt aussi au jour 1, la voiture de société, l'ordinateur, enfin... Oui, et c'est aussi organisé avec qui vous allez manger, quel est votre... où sont les toilettes aussi, c'est des trucs de base, mais même aussi, comment est-ce qu'on envoie des mails, ou est-ce qu'on se trouve sur Slack ou sur Teams, ou est-ce que je peux mettre en CC le directeur ou pas, des petites questions comme ça. Donc ça fait partie de la culture, mais d'expliquer ça aux nouveaux arrivés, et d'avoir aussi un peu l'ambiance de l'équipe. Est-ce qu'il y a une ambiance où il y a des blagues, ou est-ce que c'est assez sérieux? Donc aussi de refléter ça dans l'accueil, et d'expérimenter avec des petits jeux, ou avec des jeux de mots, ou avec, je ne sais pas, tout le monde raconte une blague, ou si c'est pas permis parce que la culture, ça ne marche pas, d'avoir quelque chose de plus strict. Mais là, que
ça reflète vraiment la culture, parce que c'est la culture qui nourrit l'employer branding. Exactement. Et alors, tu parlais de tout le life cycle. Est-ce qu'il y a un employer branding particulier pour l'offboarding? Parce qu'on parle, là en ce moment, c'est vrai, on parle beaucoup d'onboarding, l'importance du premier jour. Et parfois, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'au fond, le dernier jour est tout aussi important. Absolument. Parce que c'est l'empreinte que l'entreprise va laisser. Ça va être le dernier, vraiment le dernier... la dernière impression que l'employé va recevoir. Est-ce qu'il y a pour toi des petits trucs et astuces pour bien finir une collaboration? Oui, c'est sous-estimé, en fait. Très sous-estimé. Oui, et parfois, c'est comme quelqu'un qui doit partir comme s'il a volé quelque chose, en cachette presque. Et surtout maintenant, avec les médias sociaux, c'est sous-estimer la mauvaise réputation qui enchaîne à partir d'une expérience pareille. Donc, même s'il y avait une bonne raison pour qu'on se sépare, il doit y avoir toujours du respect. Donne aux gens la possibilité de dire au revoir, de prendre leur truc privé, parce que parfois c'est ok, dégage. Presque. Allez, j'ai entendu des histoires que je me dis, mais c'est quand même pas possible. On en a vécu ici aussi. Ou des gens qui ont 20 ans ou plus d'expérience et qui doivent quitter en cachette, mais allez, c'est pas respectueux. Donc, oui, et à l'époque de la crise financière aux States, il y a vraiment beaucoup de photos qui sont passées avec tous les employés, avec leurs cartons, qui sortent des entreprises comme ça, vraiment du jour au lendemain, après, comme tu disais, 20 ans, 10 ans dans la boîte, hop, merci, au revoir. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, donc c'est aussi de reconnaître la contribution. Cette personne, vous l'avez engagée à un moment donné, ok, peut-être vous l'avez hérité de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a décidé à un certain moment que c'était un atout pour la société d'avoir cette personne-là. Donc, il faut reconnaître les efforts, la vie que vous avez vécue ensemble, plus ou moins. Tout à fait. Et de clôturer ça d'une manière correcte et positive aussi, parce que si ça marche bien et si la personne dit « Ah, je comprends tout à fait, et il avait un bon dossier, et vous m'avez coaché et motivé, et c'est vrai, je n'ai pas pu me remettre, par exemple », la personne va comprendre les efforts qui ont été mis, et ça peut devenir votre meilleur ambassadeur par la suite. Oui, tout à fait, ça c'est vraiment important. Et moi, je voudrais aussi ajouter que quand on off-board quelqu'un, il y a aussi toute l'importance de la communication en interne. Et nous, c'est vrai que historiquement, on a toujours eu du mal à se positionner là-dessus. Est-ce qu'on envoie un email à toute la boîte? Est-ce que les managers le communiquent? Est-ce qu'on communique pas du tout? Et ça fait partie de l'employer branding, au fond, d'aussi savoir communiquer. Est-ce que tu as des petites astuces? C'est quoi ton conseil pour réussir une bonne communication par rapport à un départ? Oui, d'abord, il faudra communiquer d'une manière ou d'une autre. Il va falloir le communiquer, oui. Ça je pense que oui. Ouais, donc, ça je suis d'accord parce aussi. Parce que même si on ne communique pas, on communique. On communique. Oui, donc ça c'est, je crois, important. Là, j'en parlerai aussi avec les personnes qui quittent. Parce qu'il y en a qui préfèrent qu'on en parle seulement quand ils sont partis. Quand ils sont partis. Il y en a d'autres qui disent « Oui, je veux dire au revoir ». Donc, vous le communiquez et puis j'ai l'occasion de donner des bisous et de prendre mes affaires sans trop d'embarras. Je ne crois pas qu'il y a une réponse claire et nette. Il faut voir la situation et la culture, mais il faut savoir qu'il faudra communiquer d'une manière respectueuse. C'est ça. Ok, mais là-dessus, je suis bien d'accord. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu dirais qu'au final, voilà, pour conclure, on a déjà des bons éléments, mais l'employer branding, est-ce que pour toi c'est un effet de mode ou vraiment une réalité qui est ancrée et où tout le monde va devoir vraiment travailler dessus? Oui, pour moi, c'est là pour rester et c'est une nécessité pour bien communiquer au monde, je dirais, qui sommes-nous en tant qu'employeurs, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous. C'est essentiel pour continuer à exister dans ce monde où il y a tant d'entreprises et tant de choix à faire. Eh ben super, merci beaucoup Katerina pour tous ces bons conseils et je te dis à bientôt. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.